Et si je vous disais que ce n'est ni l'âge, ni la maladie, mais vos gestes les plus quotidiens, un verre, un silence, un oubli, qui tuent votre cœur à petit feu, ce que vous croyez anodin pourrait être mortel. Je suis le docteur Paul Morel. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. J'ai été cardiologue pendant près de 40 ans dans un hôpital public de Lyon. J'ai vu des centaines de cœurs cesser de battre, certains dans un cri, d'autres dans un silence effrayant. Mais ce qui me glace encore aujourd'hui, même après tant d'années, ce n'est pas la mort en elle-même, c'est ce qui aurait pu être évité, ce qui aurait pu être sauvé, ce que personne n'avait vu venir. Je suis à la retraite maintenant, mais je n'ai pas rangé mes connaissances avec ma blouse blanche. J'ai choisi de prendre la parole ici, devant vous, non pas en tant qu'expert, mais en tant qu'homme qui a vu trop de regrets arriver trop tard. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo pourrait choquer. Cela pourrait déranger vos habitudes. Mais si cela peut empêcher un seul cœur de tomber en silence, alors cela vaut chaque mot. Il y a quelque chose de terriblement ironique dans la façon dont les gens meurent. Certains partent après une longue maladie, d'autres sans avertissement. Ils souriaient la veille. Ils plaisantaient avec leurs petits-enfants. Ils disaient « Je vais bien, juste un peu fatigué ces jours-ci ». Et puis, le lendemain, le cœur dit stop. Mais laissez-moi vous dire une vérité que personne ne vous dit à la télévision. Ce ne sont pas toujours les cigarettes, ni l'alcool, ni le gras qui tuent en premier. Ce qui ronge votre cœur, lentement, sans bruit, c'est une chaise. Oui, une chaise. Votre fauteuil préféré. Votre canapé devant la télévision. Le banc au soleil où vous restez des heures sans bouger. La sédentarité tue. Et elle tue surtout les personnes âgées. Parce qu'on croit qu'à un certain âge, on a le droit de se reposer. On se dit, je l'ai mérité, non? J'ai assez marché dans ma vie. Mais pendant ce repos tant désiré, le sang devient plus épais. Les artères se figent. Le cœur, lui, continue de pomper, plus difficilement. Jusqu'à ce qu'un jour, il n'y arrive plus. Je me souviens d'un patient, Gérard, 68 ans, un ancien jardinier de la région de Perpignan. Un homme solide, toujours le sourire aux lèvres, jamais malade. Pas de tabac, pas d'alcool, alimentation équilibrée. Il me disait souvent « Docteur, je vais bien, je ne suis jamais malade ». Mais le jour de sa consultation, il a dû s'arrêter 2 fois sur les 30 mètres qui séparaient la salle d'attente de mon bureau. Son souffle était court, son cœur à bout de force. Je lui ai demandé « Vous marchez un peu tous les jours ?» Il a ri, un rire doux, presque honteux. Et il m'a répondu « Marcher, pour aller où? Je suis à la retraite. J'ai enfin le droit de rester assis. » Ce droit-là lui coûtait sa santé. Il ne le savait pas, mais chaque jour passé assis trop longtemps était un pas vers l'infarctus, vers l'hypertension, vers l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes âgées font un malaise, juste en se levant soudainement, ou en allant simplement chercher le courrier. Ce n'est pas un hasard si les hôpitaux se remplissent d'hommes et de femmes au cœur épuisé qui disaient pourtant « allez bien ». Vous croyez que vous reposez, mais votre cœur, lui, est en train de se battre contre l'immobilité, contre la pesanteur, contre le sang qui circule mal, contre les muscles qui ne l'aident plus. Je vais vous dire une chose, simple et essentielle. Marcher, ce n'est pas du sport. Ce n'est pas de la performance. Ce n'est pas une punition. Marcher, c'est le seul médicament gratuit, naturel, sans effet secondaire, qui existe pour garder un cœur en vie. Pas besoin d'aller à la salle. Pas besoin de marcher vite. Il suffit d'un trottoir, d'un couloir, d'un petit jardin. Il suffit de se lever, de sortir, de faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, et de le faire chaque jour, même lentement, même à petits pas. C'est ce que j'ai conseillé à un autre patient, Luc, 66 ans, ancien routier de Béziers. Il se plaignait de fatigue chronique, de jambes lourdes, de sommeil perturbé. Rien d'alarmant, pensait-il. Je ne lui ai prescrit aucun médicament. Seulement, marchez un peu, chaque jour, pendant 2 semaines, puis revenez me voir. 2 semaines plus tard, Luc pas miraculeusement. Mais il avait changé. Il souriait. Son teint était plus frais. Il m'a dit « Docteur, je croyais que mon corps était vieux. En fait, il était juste endormi. » C'est ça la vérité. Votre cœur n'est pas mort. Il est en attente de vous, en attente que vous décidiez de lui tendre la main, de lui dire « Je suis encore là et je choisis de vivre. » Et moi, je vous le dis aujourd'hui,
Tant que vous pouvez encore marcher, même peu, même lentement, vous avez encore une chance d'éloigner la maladie, d'éloigner la mort, de vous rapprocher de la vie. Alors, si ce que je viens de dire vous a touché, si cela a réveillé en vous ne serait-ce qu'un doute, ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. C'est ici que je partagerai les secrets simples, oubliés, silencieux, qui sauvent des vies. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup à vous transmettre. Avant de passer à la suite, laissez-moi vous poser une question. Une question qui pourrait en dire long sur vous. Quand vous vous sentez fatigué, que faites-vous? A. Je m'assois immédiatement pour me reposer. B. Je me lève et fais quelques pas, même courts, pour activer mon corps. Dites-moi en commentaire, réponse A ou B. Je lirai vos réponses. Et peut-être qu'en vous lisant, je comprendrai combien de cœurs aujourd'hui sont encore prêts à battre un peu plus longtemps. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui à la retraite, je parle non plus à travers une blouse blanche, mais à travers mon vécu, mes souvenirs et surtout mes regrets. Des regrets de n'avoir pas pu sauver certains cœurs à temps. Pas par manque de moyens, mais parce qu'ils étaient déjà rongés, usés, sans que personne ne s'en aperçoive. Et souvent, le coupable n'était pas un infarctus soudain, ni une maladie rare. C'était le sel. Oui, ce petit goût familier, rassurant, celui qu'on aime tant dans les plats mijotés, les sauces bien relevées, les conserves savoureuses. Ce goût-là, en silence, abîme vos artères et essouffle votre cœur. Je me souviens de Colette, une dame de 69 ans, venue me consulter dans un cabinet rural de la région dijonnaise. Elle avait le teint pâle, les gestes lents, mais elle souriait doucement, avec cette fierté tranquille des gens qui prennent soin d'eux. Elle m'a dit tout de suite, « Vous savez, docteur, je mange très sain. Pas de friture, pas de viande rouge, pas de sucre, et surtout pas trop de sel. » C'était presque une déclaration, et je la croyais jusqu'à ce que je lui demande, « Que mangez-vous exactement, Colette ?» Et là, elle a déroulé une journée ordinaire. Le matin, un bol de soupe au vermicelle instantané. À midi, du riz avec un peu de légumes fermentés et une omelette. Le soir, une tranche de jambon avec une salade, parfois une sardine en boîte ou un petit morceau de fromage pour le goût. Elle pensait manger léger, elle pensait bien faire. Mais dans chaque cuillerée de soupe déshydratée, dans chaque tranche de jambon, chaque légume au vinaigre, chaque sardine conservée dans l'huile, il y avait du sel. Et pas juste une pincée. Du sel caché, accumulé, insidieux. Ce que j'appelle le sel invisible. Beaucoup de mes patients, comme Colette, ne salent presque jamais leur plat. Et pourtant, ils consomment 2, 3, parfois 4 fois la quantité de sodium recommandée chaque jour, sans le savoir. Et ce sel, ce n'est pas juste une question de rein ou de tension. C'est un poison lent pour le cœur. Car lorsque vous absorbez trop de sodium, votre corps retient l'eau pour maintenir un certain équilibre chimique. Cette rétention augmente le volume sanguin. Et pour faire circuler ce volume plus important, le cœur doit pomper plus fort, plus souvent, avec plus de pression. Jour après jour, cette surcharge épuise le muscle cardiaque. Elle rend les parois vasculaires rigides, épaissies. Elle favorise la formation de plaques d'athérome, de caillots. Et un jour, sans prévenir, c'est la crise cardiaque, l'AVC ou la défaillance cardiaque. Henri, 73 ans, en a été victime. Un ancien cheminot plutôt actif qui ne buvait pas, ne fumait pas. Sa seule faiblesse, il adorait les charcuteries. Chaque soir, une assiette de saucisson ou de pâté, avec une petite soupe de nouilles et une pincée de fromage râpé par-dessus. Rien d'excessif, croyait-il. Jusqu'à ce matin-là où il s'est réveillé avec la moitié du visage paralysé, incapable de parler. AVC ischémique. Il s'en est sorti, mais avec des séquelles. Et surtout, une grande incompréhension. Je ne comprenais pas, docteur. Je faisais attention. Et je n'ai pas eu le cœur de lui dire, c'était trop tard pour comprendre. Alors, je vous le dis à vous, pendant qu'il est encore temps. Le sel que vous ne voyez pas est parfois plus dangereux que celui que vous ajoutez volontairement. Il est partout, dans les bouillons cubes, les sauces toutes faites, les plats préparés, les pains industriels, les fromages fondus, les charcuteries, les conserves, les biscuits salés et même dans certains gâteaux. Ce n'est pas une mode, ni un caprice médical. Après 60 ans, votre corps n'élimine plus le sodium aussi efficacement. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour,
soit l'équivalent d'une petite cuillère à café. Mais dans une journée ordinaire, sans même toucher à la salière, vous pouvez déjà atteindre ou dépasser cette limite. Et la vraie difficulté, ce n'est pas d'en prendre conscience, c'est d'en changer l'habitude. Parce que le goût salé, chez nous, c'est un souvenir d'enfance. C'est le bouillon de grand-mère, le pâté en croûte des dimanches, le fromage au retour du marché. Comment s'en passer? Je vous répondrai par une histoire. Suzanne, 70 ans, ancienne boulangère à Angers, m'a un jour dit « J'ai mangé salé toute ma vie. Je ne sais pas si je peux changer maintenant. » Je lui ai dit « Essayons 2 semaines. » Pas toute une vie, juste 2 semaines. Elle a réduit progressivement la sauce soja, le fromage, les plats en conserve. Elle a cuisiné avec des herbes, du citron, un peu d'ail et beaucoup d'amour. 2 semaines plus tard, elle m'a dit « C'est étrange, je m'y suis habituée. Je me sens plus légère. Je dors mieux, je respire mieux. » Et ses analyses le confirmaient. Tension plus basse, rythme cardiaque plus stable. Le palais humain est incroyable. Il s'adapte. Donnez-lui du sucre chaque jour, il en redemandera. Offrez-lui de la douceur, du naturel, il finira par l'aimer. Il ne s'agit pas de manger fade, il s'agit de manger vrai. Alors si vous vous reconnaissez dans ces histoires, si vous avez encore dans vos placards des soupes en sachet, des conserves, des sauces industrielles, ne paniquez pas. Mais ouvrez les yeux, lisez les étiquettes, choisissez pauvre en sodium, cuisinez vous-même, apprenez à doser les saveurs autrement, redécouvrez le goût des choses simples. Le cœur est un organe discret. Il ne se plaint pas facilement. Il encaisse, il s'adapte, jusqu'au jour où il n'en peut plus. Ce jour-là, ce ne sera pas une poignée de sel qui fera la différence. Ce sera les centaines de petites pincées invisibles qui auront fait déborder la coupe. Ne laissez pas votre cœur en arriver là. Donnez-lui la chance d'un rythme plus doux, d'un sang qui circule librement, d'un avenir qui ne se termine pas dans un couloir d'urgence. Je suis médecin. Mais je suis surtout un homme qui sait combien la vie est précieuse quand le cœur tient bon. Et le premier geste pour protéger ce cœur commence dans votre assiette. J'ai accompagné des milliers de patients, écouté leurs battements de cœur, lu leur silence, observé leurs habitudes. Et parmi toutes les erreurs invisibles qui abîment doucement le cœur des personnes âgées, il y en a une qui revient chaque jour, sans qu'on y prête attention. Elle commence au lever du soleil, dans la cuisine, dans la routine, dans ce premier repas qui aurait dû être un cadeau pour le corps, mais qui, bien souvent, devient une attaque insidieuse contre lui, le petit déjeuner. Je vais être direct. Ce que vous mangez le matin peut vous tuer. Cela semble brutal, mais je n'exagère pas. Trop souvent, j'ai vu arriver aux urgences des hommes et des femmes qui, 1 heure plus tôt, prenaient tranquillement leur café en terrasse, leur tartine beurrée ou leur assiette d'œufs et de jambon, sans imaginer qu'en les avalant, ils venaient d'activer une bombe à retardement dans leur poitrine. Je me souviens parfaitement d'Antoine, 67 ans, retraité de la SNCF à Lyon. Un homme dynamique, toujours en mouvement, très attentif à sa santé selon lui. Il m'avait dit fièrement un jour « Docteur, je prends un bon petit déjeuner tous les matins, comme vous nous le conseillez. Une baguette bien croustillante, 2 œufs au plat, quelques tranches de lard fumé et un café bien serré avec un peu de lait concentré sucré. Ça me donne de l'énergie, je me sens prêt à affronter la journée. » Il souriait. Il croyait bien faire. 3 mois plus tard, ce même Antoine s'écroulait dans la rue, victime d'un malaise cardiaque. Aux urgences, les examens ont montré un rétrécissement sévère des artères coronaires, une tension instable, un taux de lipides dans le sang beaucoup trop élevé. Son cœur, chaque matin, devait lutter pour digérer un repas bien trop riche pour son âge, bien trop brutal pour un corps au repos. Car c'est là que se cache le vrai danger. Au réveil, votre corps sort de plusieurs heures de sommeil. Votre sang est plus épais. Vos artères sont au ralenti. Votre rythme cardiaque est plus lent. Votre cœur se repose encore. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'entre vous lui demandent un effort colossal. Digérer du gras, du sel, du sucre. Gérer une tension qui monte brutalement. Activer un système digestif encore endormi. Résultat, un cœur qui s'emballe, une pression artérielle qui grimpe et parfois un infarctus. Le matin, le cœur est vulnérable. Et pourtant,
Le petit déjeuner que je vois encore chez la plupart de mes anciens patients ressemble à un test de résistance. Viennoiserie industrielle, sandwich riche en sel, riz frit, café au lait concentré, charcuterie, œufs frits, beurre, confiture, pain blanc. Tout cela pris d'un coup sur un estomac vide après une nuit de repos, alors que le système cardiovasculaire n'est pas prêt. Et ce n'est pas qu'une question de cholestérol ou de digestion, c'est une question de rythme. Si vous commencez la journée par une agression métabolique, votre corps va passer des heures à tenter de rétablir l'équilibre. Cela provoque des pics de glycémie de tension, de fréquence cardiaque. Cela perturbe la concentration, le sommeil de la nuit suivante, le moral. Et cela fatigue, chaque jour un peu plus. Un cœur déjà affaibli par les années. Je me souviens aussi de Claire, 70 ans, à Nantes. Elle souffrait de maux de tête chaque matin, de fatigue persistante, de palpitations. Elle pensait que c'était l'âge. En réalité, c'était son petit déjeuner. Un bol de céréales sucrées, du lait entier, une tartine de pain de mie industriel avec du beurre salé. Chaque aliment pris séparément semblait innocent. Mais ensemble, ils formaient un cocktail inflammatoire pour son organisme. Alors, que faut-il manger au réveil pour ne pas tuer son cœur? La réponse est simple, mais demande du courage, car elle bouscule les habitudes. Il faut de la légèreté, de la douceur, de l'intelligence nutritionnelle. Un petit déjeuner adapté à votre âge, à votre cœur, à votre rythme. Je recommande souvent ceci. Un bol de flocons d'avoine cuit avec un peu d'eau ou de lait végétal, agrémenté de quelques fruits secs comme des raisins ou des figues, ou bien quelques rondelles de banane. Un œuf dur si vous le tolérez bien. Une tranche de pain complet, légèrement grillé avec un peu d'avocat ou de purée d'amande. Et une tisane tiède sans sucre. Si vous préférez du salé, un bol de soupe de légumes, un peu de riz nature avec un filet d'huile d'olive, une tranche de tofu ou du poulet vapeur. Ce type de repas n'est pas seulement diététique. Il est respectueux. Respectueux de votre cœur, de vos artères, de votre sommeil, de votre énergie pour la journée. Il évite les pics glycémiques. Il soutient un rythme cardiaque stable. Il nourrit sans alourdir. Et surtout, il permet à votre cœur de se réveiller en douceur, sans devoir courir un marathon métabolique à 7 heures du matin. J'ai vu des dizaines de patients changer ainsi leur petit déjeuner et retrouver peu à peu un équilibre global. Meilleure tension, meilleur sommeil, digestion plus facile, esprit plus clair et surtout, moins d'accidents cardiaques. Ne sous-estimez jamais ce premier repas de la journée. Ne le voyez pas comme un moment de plaisir à tout prix. Voyez-le comme une main tendue à votre cœur. Une façon de lui dire dès le matin « Je te respecte, je veux que tu tiennes encore longtemps ». Je suis médecin. Et si je vous parle aujourd'hui avec autant de sérieux, c'est parce que j'ai vu trop de visages s'éteindre à cause d'un croissant, d'un bol de nouilles instantanées ou d'un café trop fort pris à jeun. Changez cela. Pas demain, pas la semaine prochaine, demain matin. Et si vous hésitez encore, posez-vous simplement cette question. Est-ce que mon petit déjeuner nourrit ma vie ou précipite ma faim? J'ai passé ma vie à écouter les cœurs, à les soigner, à les comprendre. J'ai appris à décoder ce que les analyses ne disent pas, ce que les corps taisent et ce que les habitudes détruisent sans bruit. Et aujourd'hui, avec le recul de l'âge et de la retraite, je peux vous dire ceci avec une certitude douloureuse. Ce ne sont pas seulement les maladies qui usent le cœur, ce sont les petits gestes répétés chaque jour, les soi-disant plaisirs anodins, les habitudes sournoises qu'on appelle rien du tout. Vous voyez, avec les années, le cœur vieillit. Il bat plus lentement, il récupère moins vite, il supporte moins bien les excès. Et pourtant, beaucoup de mes anciens patients traitaient leur cœur comme s'il était encore jeune, solide, invincible. Ils buvaient juste un petit verre le soir, ils gardaient leurs angoisses pour eux, ils pensaient qu'un ronflement n'avait rien de grave, ils dormaient devant la télévision jusqu'à minuit. Et moi, je les ai retrouvés plus tard sur une civière ou dans un lit d'hôpital, essoufflés, le visage pâle, le regard perdu. Je vais vous raconter 4 histoires. 4 histoires vraies. 4 visages que je n'oublierai jamais, parce qu'ils m'ont appris que le cœur ne meurt pas toujours de maladie, mais souvent d'oubli. Il y avait Bernard, 70 ans, de Bordeaux. Un homme charmant, toujours bien habillé, toujours souriant. Il venait me voir pour des palpitations, des insomnies, une sensation de chaleur le soir.
On a fait tous les examens, le cœur allait encore bien, mais quelque chose n'allait pas. Je lui ai posé la question que personne ne lui avait jamais posée. Vous buvez de l'alcool? Il a souri, un peu gêné. Docteur, juste un petit verre de vin chaque soir. Ça m'aide à dormir. J'ai baissé les yeux. Je savais. L'alcool chez les personnes âgées, même en petite quantité, est un poison lent. Il perturbe le rythme cardiaque, il empêche le sommeil réparateur, il fatigue le foie, il augmente la tension. Quelques mois plus tard, Bernard est revenu, le cœur irrégulier, la tension instable. Il avait maigri. Ce n'était pas un alcoolique. C'était un homme qui ne savait pas que passé un certain âge, une goutte suffit à créer le déséquilibre. Et puis, il y avait Hélène, 66 ans, enseignante à la retraite, vivant seule à Avignon, jamais malade. Une hygiène de vie irréprochable. Et pourtant, un jour, elle est arrivée à l'hôpital, en pleurs, le souffle court, avec une douleur dans la poitrine. Les examens n'ont rien montré de grave, mais son cœur allait mal. En discutant avec elle, j'ai compris. Depuis la mort de son mari, elle gardait tout pour elle. Elle ne parlait à personne. Elle dormait peu. Elle pensait beaucoup, trop. Son cœur, c'était pas une pompe malade. C'est un cœur saturé d'émotions enfouies. Ce que nous ne disons pas, le cœur le crie. Ce que nous retenons, le cœur l'encaisse. Et parfois il s'effondre sous le poids des silences. François, 64 ans, lui, habitait Nancy. Il venait me voir parce qu'il était toujours fatigué, qu'il avait du mal à se concentrer, qu'il s'endormait même en pleine journée. Sa femme m'a dit « Il ronfle tellement fort la nuit qu'on dirait une machine. » Et parfois, il ne respire plus pendant quelques secondes. Nous avons fait un test de sommeil. Résultat, apnée sévère. Chaque nuit, François arrêtait de respirer des dizaines de fois. À chaque arrêt, son cœur devait s'accélérer brutalement pour compenser. Son cerveau manquait d'oxygène. Et lui, il croyait juste mal dormir. L'apnée du sommeil est l'un des tueurs silencieux les plus cruels chez les personnes âgées. Elle ne fait pas mal, elle ne se voit pas, mais elle tue à petit feu. Enfin, il y avait Nicole, 65 ans, de Nîmes. Elle ne se plaignait jamais. Elle disait « Je vais bien ». Mais elle avait toujours l'air épuisée. Je lui ai demandé comment elle dormait. Elle m'a répondu « Je m'endors toujours avec la télé allumée. Sinon, le silence me fait peur ». Elle croyait que cela l'apaisait. En réalité, cela l'empêchait de produire de la mélatonine, cette hormone essentielle au sommeil profond. La lumière bleue des écrans perturbe le rythme veille-sommeil. Elle empêche le cœur de se reposer. Elle maintient le cerveau en état d'alerte. Et chaque nuit, Nicole dormait, sans jamais vraiment reposer son cœur. Toutes ces histoires ont un point commun. Elles parlent de gestes quotidiens, apparemment insignifiants, mais qui, jour après jour, fragilisent un cœur vieillissant. Une gorgée de vin, un soupir jamais exprimé, un ronflement ignoré, une télé restée allumée trop tard. Vous croyez peut-être que ces choses n'ont pas d'importance. Mais moi, je sais. Je les ai vues s'accumuler. Je les ai vues provoquer des AVC, des arrêts cardiaques, des effondrements soudains. Et je vous en supplie, ne laissez pas votre cœur porter seul ce que votre bouche refuse de dire, ce que vos habitudes refusent de changer. Le cœur ne demande pas la perfection. Il demande la paix. Il demande du repos. Il demande un peu d'écoute. Alors buvez une tisane au lieu d'un verre de vin. Écrivez dans un carnet ce que vous ne pouvez pas dire à vos enfants. Parlez à un voisin, même pour échanger 3 banalités. Faites un test de sommeil si votre partenaire dit que vous ronflez. Éteignez votre téléphone 1 heure avant de dormir. Allumez une lampe douce. Respirez lentement avant de vous coucher. Je suis médecin. Je ne vous juge pas. Je vous tends la main. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour alléger un cœur fatigué. Et parce que parfois, la plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir à son propre cœur, c'est de lui donner enfin le droit de se reposer. Toute ma vie, j'ai essayé d'enseigner aux gens que le cœur n'est pas seulement un organe. C'est un témoin silencieux de nos choix, de nos habitudes, de nos excès et de nos négligences. Il ne se plaint pas. Il encaisse. Il continue de battre même quand on le maltraite, même quand on l'oublie. Et puis un jour, il s'arrête. Et ce jour-là, trop souvent, j'entends les proches dire « mais il avait l'air en bonne santé. Il mangeait normalement. Il n'avait aucun signe. » Mais qu'est-ce qu'un repas normal aujourd'hui? Voilà une question à laquelle je n'aurais jamais cru devoir répondre autant. Parce que depuis quelques décennies,
La normalité alimentaire est devenue un piège pour le cœur, pour les artères, pour la vie. Je me souviens de Jacques, 69 ans, retraité vivant seul à Lille. C'était un homme discret, organisé, autonome, comme il disait. Il venait rarement consulter. Et quand il est arrivé un jour, fatigué, oppressé, je me suis dit que quelque chose clochait. Les analyses ont révélé un début d'insuffisance cardiaque. Rien de fulgurant, mais suffisamment grave pour qu'on s'interroge. Jacques n'était ni fumeur, ni buveur. Il marchait un peu tous les jours. Alors j'ai posé la question que peu de médecins osent encore poser. Et vous mangez quoi chaque jour? Il m'a répondu, l'air presque fier. Le matin, je prends une baguette avec un peu de beurre et de jambon. À midi, je vais au coin, je prends un plat du jour, souvent une escalope panée avec des frites ou du riz. Et le soir, c'est rapide, une soupe en sachet avec un peu de fromage ou un œuf dur. C'est simple, docteur. Et puis à mon âge, cuisiner, ça fatigue. C'était simple, oui. Mais c'était exactement cela qui tuait son cœur. Parce que cette simplicité moderne, celle des plats tout prêts, des aliments transformés, des repas avalés devant la télé, est un poison discret. Elle est partout, dans les barquettes à réchauffer, dans les conserves, dans les sandwichs de boulangerie, dans les sauces épaisses, dans le pain industriel, dans les viandes trop salées, dans les desserts allégés mais saturés d'additifs. Le cœur, lui, n'a pas changé. Il a besoin de sang fluide, d'artères souples, d'énergie naturelle. Il ne supporte pas les graisses saturées, les sucres rapides, le sel en excès, les produits ultra transformés. Et pourtant, à partir d'un certain âge, par fatigue, par solitude, par économie de temps ou d'effort, beaucoup de mes anciens patients tombent dans le piège de cette alimentation rapide. Je les comprends. Mais je sais aussi ce que cela coûte. Je pense à Monique, 72 ans, une femme veuve qui n'aimait plus cuisiner depuis la mort de son mari. Elle achetait souvent des plats préparés pour ne pas se compliquer la vie. Un soir, elle a fait un malaise en sortant de table. Rien de spectaculaire. Mais après plusieurs examens, on a découvert une inflammation chronique des parois vasculaires, un taux de triglycérides trop élevé, une tension instable. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux, et elle a murmuré. Je ne savais pas que manger comme ça pouvait faire autant de mal. C'est là le plus terrible. Les gens ne savent pas. Parce que personne ne leur dit que la soupe en boîte contient plus de sel qu'un paquet de chips. Que les raviolis du commerce sont un concentré de graisse cachée. Que le jambon industriel est souvent traité avec des conservateurs fragilise les artères. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que votre cœur ne se nourrit pas de ce qui est rapide, pratique ou bon marché. Il se nourrit de ce qui est vivant, frais, simple, préparé avec soin. Il n'a pas besoin d'un grand plat gastronomique. Il a besoin de riz cuit doucement, de légumes vapeur, d'une tranche de poisson, d'un filet d'huile d'olive, d'une soupe maison. Et surtout d'amour. Oui, d'amour. Parce que cuisiner pour soi, même une chose modeste, c'est se respecter. C'est dire à son cœur, je te choisis, je veux que tu continues à battre. Et puis il y a un autre piège, celui que j'ai vu trop souvent, l'oubli du médicament. La fameuse phrase « Docteur, ma tension est bonne, je n'ai plus besoin de le prendre, non ?» C'est l'une des phrases les plus dangereuses qu'on puisse entendre. Parce que si la tension est stable, c'est précisément grâce au traitement. Arrêter, c'est ouvrir la porte à la catastrophe. Je pense à Paul, 72 ans, ancien facteur. Il prenait ses médicaments pour l'hypertension depuis 8 ans. Un jour, il a arrêté, sans en parler. Il se sentait bien. 15 jours plus tard, il était aux urgences. AVC. Une moitié du corps paralysé, l'élocution perturbée. Et ce regard dans son lit qui me disait « J'ai fait une erreur, n'est-ce pas ?» Oui, Paul, une petite erreur, mais aux conséquences immenses. Je vous en conjure, prenez vos traitements comme une promesse de vie, pas comme une contrainte. Si vous avez un doute, parlez-en, mais n'arrêtez jamais seul. Une pilule le matin peut éviter une vie de dépendance. Je suis médecin. J'ai vu les cœurs s'épuiser par négligence, par lassitude, par solitude. Et je vous le dis aujourd'hui, du fond du cœur, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour revenir à des gestes simples. Manger lentement, préparer soi-même, suivre son traitement, boire de l'eau au lieu de vin, dormir sans écran, marcher un peu chaque jour. Chaque petit choix quotidien est un acte de soin. Chaque bouchée peut nourrir ou abîmer.
Chaque pilule peut protéger ou, si oubliée, exposer. Ce ne sont pas de grands discours qui sauvent un cœur. Ce sont les gestes répétés, discrets, constants. Et croyez-moi, votre cœur, même fatigué, vous remerciera pour chaque effort. Prenez soin de lui, et il vous portera encore loin. Je suis médecin, et je suis aujourd'hui un homme âgé. J'ai quitté les couloirs blancs des hôpitaux, mais je n'ai jamais cessé d'écouter les cœurs, non plus avec un stéthoscope, mais avec mon souvenir, mon vécu et mon désir profond de transmettre ce que j'ai appris. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous savez déjà que les douleurs du cœur ne viennent pas uniquement des artères bouchées ou des maladies chroniques. Elles viennent aussi de la solitude, de la routine, de l'ignorance. Elles viennent de ces petites habitudes qu'on croit inoffensives, mais qui, accumulées, usent la vie, fragilisent les organes, volent les années précieuses. Au fil de ma carrière, j'ai vu des centaines de patients mourir trop tôt. Pas à cause d'un cancer fulgurant ou d'un accident spectaculaire. Non, mais à cause d'un petit verre d'alcool chaque soir. À cause d'un traitement arrêté trop tôt. À cause d'un dîner toujours trop salé. À cause du silence qui ronge, des émotions jamais exprimées, des nuits trop courtes ou peu reposantes. À cause du sentiment que ce n'est pas grave. Alors que tout commence justement là, dans ce pas grave quotidien qui devient une tempête invisible. Aujourd'hui, je vous parle non comme un docteur en blouse blanche, mais comme un vieil homme qui veut simplement vous éviter de souffrir demain. Parce que j'ai vu ce que vous ne voyez pas encore. J'ai vu des gens tomber au sol sans prévenir. J'ai vu des familles pleurer en disant « on ne s'y attendait pas ». J'ai vu des regrets, des si j'avais su, des silences lourds, des regards perdus dans les couloirs des soins intensifs. Et pourtant, les solutions existent. Elles sont simples. Elles ne coûtent rien, ou si peu. Prendre le temps de cuisiner, marcher un peu chaque jour, dormir dans le calme, suivre ses traitements, parler à quelqu'un quand le cœur est lourd, éteindre son téléphone 1 heure plus tôt, se dire je mérite de vivre longtemps et en bonne santé. Le cœur est un organe puissant, mais fragile. Il est fidèle, mais il a ses limites. Il nous accompagne toute une vie, souvent sans se plaindre. Alors pourquoi attendre qu'il hurle pour enfin l'écouter? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à en prendre soin, comme on prend soin d'un ami fidèle qui nous a tout donné? Aujourd'hui, je n'ai plus l'âge de courir après le temps, mais j'ai encore assez d'énergie pour vous parler, pour vous avertir, pour vous tendre la main. Je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis un vieux médecin à la retraite qui préfère enregistrer des vidéos dans son salon, écrire avec ses mains usées, plutôt que de se taire et laisser les erreurs se répéter. Et si mes mots vous ont touché, si mes histoires vous ont fait réfléchir, alors j'aimerais vous demander quelque chose. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui viendront écouter ensuite. Pour les autres cœurs fatigués, les enfants inquiets pour leurs parents, les personnes âgées qui se croient seules dans leur douleur. Laissez-moi un commentaire pour répondre à cette question. Pensez-vous que les petites habitudes valent plus que les grands traitements pour préserver la santé? Oui, les gestes du quotidien font toute la différence. Non, seuls les médicaments et la médecine moderne peuvent vraiment protéger. Notez simplement A ou B en commentaire. Et si vous voulez que je continue à partager mes expériences, à enregistrer ces messages pour ceux qui en ont besoin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est un signe que vous êtes là, que mes mots ne s'envolent pas dans le vide. Et si vous avez un peu plus de moyens, si vous souhaitez soutenir ce travail, ce don de temps, ce petit effort d'un vieux médecin qui aurait pu se taire, mais a choisi de parler, vous pouvez faire un petit don pour soutenir la chaîne. Même quelques euros, c'est une façon de dire « Continuez, docteur ». Vos mots nous aident. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres leçons, d'autres battements de vie. Parce que tant que le cœur bat, il y a encore quelque chose à transmettre.